Coulisses du FC Nantes, c'est bien évidemment ce nouveau stade qui sera créé, sera construit bien dans les futures années. Et on va en reparler tout de suite, évidemment, avec nos trois invités du jour. Tout de suite, quand même, le premier tweet de cet après-midi. Il est signé Alexis. 6 journées, 3 buts marqués, 10 points au compteur. Le miracle à la Nantaise. Le sportif, on en reparle dans quelques instants. Tout de suite, la présentation. Nos invités du jour, on va commencer, évidemment, parce qu'on est galant sur Canary Play, par Emma Inguns. Salut Emma. Salut Anthony. Supportrice du FC Nantes qui a vu 3 fois le match quand même dans le week-end. Une fois la Beaujoire, 2 fois la télé. Signalé quand même. Hein. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Salut Jean-Marcel. Salut. Et évidemment, qui était présent à la conf de presse du FC Nantes et de la mairie de Nantes il y a quelques heures. Et puis, il nous fait le plaisir d'être parmi nous. Il a logiquement annoncé qu'il allait mettre fin à sa carrière de joueur. C'est Sébastien Lepay, ancien joueur du FC Nantes aussi dans les années 90 et qui devrait avoir terminé à Bellevue. Salut Sébastien. Salut Anthony. Alors on va commencer bien par l'actualité des Canaries, à savoir ce fameux nouveau stade. On va faire un petit tour de table. Je sais que Sébastien, c'est pas trop ton actualité à toi. T'en as entendu parler sur les radios, dans les télés, tout ça, ce matin, ça en discute pas mal? Bah ouais, je trouve ça très bien moi, parce que du coup, on va dire que si demain le FC Nantes retourne en Coupe d'Europe, ça fera un beau stade, quoi. La Beaujoire, c'est quand même quelque chose qui t'a marqué, qui a marqué ton époque? Ouais, comme quand c'est passé, quand il y a eu la passation entre Sopin et la Beaujoire, moi j'étais tout petit, ça me faisait bizarre, et puis là, ce sera une autre sensation, donc il faut rester dans le coup, je pense, et quand on voit le stade de Lyon, pourquoi pas un stade comme celui-ci par chez nous, quoi. En 2022, très concrètement, c'est ce que nous a annoncé en tout cas le président Kita, notamment. Du côté des supporters, Emma, comment on a pris la nouvelle justement? Parce qu'il y a cette nouvelle génération aussi, notamment de la Tribune Loire à la Beaujoire. Est-ce qu'on est satisfait du fait d'avoir un nouveau stade ou est-ce qu'au contraire, un petit peu craintif? Ce matin, je lisais un petit peu les tweets des supporters. Moi, je ne représente pas du tout les supporters, mais ça râlait quand même pas mal hein, sur Twitter. Pourquoi un nouveau stade quand la Beaujoire en fait, donne tellement d'émotions en ce moment? C'est un peu renier le passé du FC Nantes. Donc ça râlait sur Twitter en tout cas. Mais pour moi, j'aime bien le nouveau. Donc je veux dire, j'aime bien la nouveauté. Ça me dérange pas le changement. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on met un petit peu la charrue avant les bœufs, parce qu'il faudrait peut-être un projet sportif d'abord, avant de faire un nouveau stade. Avant de penser au nouveau stade, il y a aussi l'aspect économique, bien évidemment, l'aspect business. On va pas se le cacher. Jean-Marcel, on le disait, on était à la conférence de presse, c'était à 11h, hein, du côté de la Tour de Bretagne. Il y avait du monde. Le projet de nouveau stade, il n'est pas tout nouveau. Hein, ça ne s'est pas su il y a quelques semaines. Depuis que le président Kita est arrivé, il en parle. Il en parle, lui, il y tient pour, augmenter ses revenus, puis maîtriser aussi l'exploitation de son stade. C'est un élément aujourd'hui indispensable et un outil indispensable pour n'importe quel club, pour son développement. On l'a vu d'ailleurs avec Lyon. Donc c'est vrai que les supporters, là-dessus, il y avait une attente en tous les cas par rapport à ça. Il y a à la fois ceux qui sont déçus par rapport il y a un côté sentimental par rapport à la Beaujoire, puis la Beaujoire sera rasée, ça a été confirmé. Et puis, il y a surtout un côté vigilant aussi, puisqu'on a quand même vendu le projet, donc le FC Nantes serait le propriétaire du SCAD, ce qui n'est pas tout à fait le cas, puisque ça sera une autre société détenue par l'actionnaire majoritaire actuel du FC Nantes, à savoir Valdemar-Kita et le groupe Réalité, un groupe immobilier, qui seront propriétaires du nouveau stade. À 100% avec des fonds privés, et effectivement. Le FC Nantes, donc, on sera donc locataire, comme d'autres clubs peuvent l'être via des municipalités. Effectivement. Rémi qui nous dit, hâte d'entendre ce que va dire Kita sur France 3 ce soir. Eh bien, on va l'écouter justement déjà. Un petit extrait de cet entretien avec le président du FC Nantes. Il nous parle bien évidemment du pourquoi, du comment du nouveau stade. On l'écoute. Automatiquement, du moment qu'on a une belle arène, on a envie de venir. Et je crois personnellement aussi, c'est que ça amène de nouveaux sponsors, ça amène aussi une certaine dynamique dans les clubs, et ça amène aussi de nouveaux joueurs et de nouveaux coachs. Et je crois que c'est important de suivre l'économie et l'esprit sportif de haut niveau. Nous devrions livrer le stade pour l'été 2022. Pourquoi? Tout simplement parce que si on veut que Nantes soit représentatif vis-à-vis des Jeux Olympiques, on doit être au point avant les Jeux Olympiques de 2024. Voilà, alors pour que tout le monde puisse bien comprendre, Nantes a fait acte de candidature, hein, comme 8 autres villes en France, pour accueillir le foot lors des Jeux Olympiques de 2024.
avec un nouveau stade construit au mois d'août 2022, inévitablement, Nantes aurait de toute façon un net avantage peut-être par rapport à d'autres villes. Il insiste là-dessus, le président Kita. Il insiste aussi sur le fait que, inévitablement, ça va accentuer les recettes. Alors, il est où le côté sportif à la base? Parce qu'on parle d'un stade de 40 000 places, qui est quasi équivalent, Jean-Marcel, à ce que fait la Beaujoire. Oui, mais avec une autre structuration, c'est-à-dire par rapport aux loges notamment, sans doute une meilleure distribution pour organiser, pour avoir de nouvelles recettes, notamment sur les partenaires plus importants. Donc là-dessus, il maîtrisera ses recettes. Ensuite, il est propriétaire, donc ça change aussi des choses. Il y a aussi un complexe tertiaire, donc de bureaux. Il y a aussi des hôtels, des restaurants dans la première partie du complexe, parce qu'il y a une deuxième partie sur l'immobilier, mais dans la première partie, il y a bureaux, hôtels, restaurants qui seront liés à l'enceinte pour développer d'autres activités annexes, séminaires, salons qui apporteront aussi d'autres recettes. Alors là, on ne parle pas de foot, hein, Sébastien. On est loin du sportif quand même. Non? C'est pas dérangeant? Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde du foot, c'est quand même un monde très économique. Donc, quand on est supporter, oui, je comprends qu'on a envie de s'intéresser au foot. Et l'ambiance qu'il y a, moi, je suis fasciné par l'ambiance qu'il y a aujourd'hui à la Beaujoire par rapport à l'ambiance qu'il y avait avant. Et j'ai connu 94-95 où on a encore le record. J'espère qu'il va encore tenir, même s'il y a une grosse équipe du PSG. Mais aujourd'hui, le foot, il ne faut pas négliger la partie économique. Et si demain, le FC Nantes a envie de redevenir une équipe dans les 10 premiers, voire dans les 5 premiers, ça passe forcément par des rentrées et des recettes économiques. Et donc, certainement par un nouveau stade. Après, il faut bien utiliser l'argent, par contre. Effectivement. Alors, un petit tweet en direct de Bourgeois Alain Nantais du 08 qui nous dit « Bonjour à tous, un petit coucou des Ardennes, 100% supporters. » Et bienvenue, évidemment, sur Canary Play. Pour, allez, on va dire, terminer cette petite aparté stade qui, évidemment, nous prend un bon petit moment quand même. C'est début de construction 2019, a priori, fin de construction 2022. Désormais, la mairie, le Nantes Métropole, avec Johanna Roland, a décidé d'accorder la confiance donc à ce duo entre Réalité et le FC Nantes. Ça veut dire que maintenant, c'est parti du côté de la construction, du côté du projet. Quand est-ce qu'on va pouvoir avoir peut-être une idée de la géométrie du stade? Alors, ils ont donné la date du premier trimestre. Il va y avoir un protocole d'accord partenaire, Métropole, Réalité, FC Nantes, pour acter un peu les engagements et déterminer le cap sur lequel ils sont mis d'accord. S'en suivra une phase de concertation qui devrait se terminer fin du premier trimestre pour définir un programme définitif et qui sera ensuite lancé avec des appels d'offres qui pourraient intervenir fin de l'été en tous les cas. Début de l'été prochain. Début d'été, voilà. Effectivement. Cyril FCN, Kita est obligé de détruire la Beaujoire, car une fois parti, le FC Nantes sera obligé de louer son stade. Il verrouille tout. C'est vrai que toi, tu n'as connu que la Beaujoire, finalement. Sopin, tu étais trop jeune. Oui. C'est pour ça aussi peut-être que le fait de partir de la Beaujoire, c'est pas un crève-cœur. Il n'y a pas le fait d'avoir une tribune noire qui est toujours aussi impressionnante. Ça, c'est pas un crève-cœur? Un petit peu, surtout qu'on critique souvent Valdemar Kita pour en fait faire du FC Nantes le FC Kita. Et ce qui fait que, oui, il s'accapare le club, mais en même temps, il est le propriétaire du club. Ce n'est pas les supporters qui le sont. Ce n'est pas comme en Espagne ou quoi, mais... donc, il fait ce qu'il veut avec son petit joujou. Et son joujou, en ce moment, c'est le FC Nantes. Donc, ce qui me surprend, c'est que j'ai l'impression que ça va un petit peu vite en ce moment, alors que ça fait apparemment 10 ans depuis en fait, qu'il est arrivé, qu'il aimerait avoir un nouveau stade. Et tout d'un coup, tout se décante maintenant. Donc, ça me paraît un peu précipité, même si lui, ça doit faire 10 ans qu'il y pense et qu'il a envie de faire ça. Mais oui, quitter la Beaujoire, ça sera dur. Mais peut-être pour aller vers un monde meilleur, c'est souvent ce qu'on dit. Mais en tout cas, ça sera peut-être très joli aussi en termes de concept. Il y a énormément d'architectes qui se sont apparemment rendus disponibles pour Valdemar Kita et pour son partenaire immobilier. On en saura bien davantage et on suivra évidemment ce dossier stade. Nous serons avec un des professeurs d'économie du droit et du sport la semaine prochaine, ici même sur ce plateau, pour répondre une nouvelle fois à des questions sur ce nouveau stade. On aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines. Allez, un petit tweet de Ronan HRMVN. C'est un supporter rennais qui nous chambre du côté de Nantes. Un nouveau stade à Nantes, ça ne change rien. C'est toujours notre résidence secondaire. Point d'exclamation, évidemment, en rapport avec les dernières victoires du stade rennais à la Beaujoire. Enfin, c'est vrai qu'ils n'arrivent plus à gagner chez eux, les Rennais, donc il faut bien qu'ils gagnent quelque part ailleurs à l'extérieur. Donc pourquoi pas la Beaujoire. Messieurs, on ouvre désormais
le dossier sportif avec la victoire. La troisième en 6 matchs du FC Nantes, c'était samedi soir donc face à Caen. Un petit but à 0 avec, vous allez le voir, cet homme qui a marqué un but magnifique. On va le voir évidemment en image, en palette. Cet homme, c'est le Brésilien Andrei Girotto que vous voyez sur cette image. Il vient de signer au FC Nantes à l'intersaison. Il est l'une des 9 recrues et il a marqué un très très joli but du côté de la 73e minute à peu près. Alors Burgo Fabien qui nous dit « Je ne pensais pas dire ça, mais si le réalisme est là, je peux accepter 60 minutes de purge. Claudio Ranieri est fort. » Alors ça, on va en débattre parce que c'est vrai qu'il y a les résultats. La manière est peut-être moins là pour le moment, mais il y a les résultats. Je voudrais avoir ton sentiment, Sébastien. Est-ce que d'abord, tu as eu l'occasion, le loisir d'aller à la Beaujoire cette année? Pas encore. Et si tu as vu quelques matchs autrement à la télé? Non, j'ai pas encore. Tu étais tout Bellevue au départ. Non, mais j'ai eu des vacances pour une fois. Déjà? Et puis, non, j'ai aussi des choses à faire avec Carquefou, donc ça me prend pas mal de temps. Mais non, j'ai pas eu l'occasion. Après, sur un plan comptable, ça a l'air intéressant. J'ai pas eu d'écho non plus des matchs, du contenu des matchs. C'est quand? Ça remonte à quand le dernier match que tu es allé voir à la Beaujoire? Me dis pas que la dernière fois que tu es allé à la Beaujoire, c'est quand tu as battu Marseille avec Carquefou. L'année dernière, je suis allé voir Nantes-PSG. Enfin, Nantes-PSG. Et dans la foulée, je suis allé à Rennes pour voir Rennes-Nantes. D'accord, tu t'es déplacé quand même là-bas vers le Roison Park. Et j'avais vu de beaux matchs. Donc, Bon, eh bien, il faut espérer en tout cas que les Nantais poursuivent sur leur lancée. Moi, je voudrais avoir ton sentiment justement, Emma, sur ce FC Nantes ultra réaliste. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match et de cette nouvelle victoire? Ça change déjà de l'année dernière. Être réaliste, c'est bien. Non, c'était intéressant. Comme tu as dit, après 60 minutes de défense. Ça, c'était plus pesant. On s'est ouvert, en fait. L'entrée de Nakoulma, je te l'ai déjà dit, Nakoulma, je suis fan. Voilà. Maintenant que Harit est parti, donc... ça a fait du bien à tout le monde. J'ai trouvé même Abdoulaye Touré a changé, a été transformé avec cette entrée en jeu. Je ne sais pas si la combinaison El Ghanassi, Nakoulma a fait quelque chose, mais je pense que c'est Nakoulma qui mettait la pression. On a commencé à avoir un petit peu plus de ferveur dans le stade aussi. À la mi-temps, ça a sifflé. Donc ça a vraiment mis tout le monde dans le sens du but. Et puis, après, il a marqué, Girotto a quand même marqué un but assez improbable. Oui, une frappe de 30 mètres quasiment, avec un espèce d'effet assez incroyable. On va demander justement à Jean-Marcel Boudard ce qu'il en a pensé de cette première période et du changement tactique et des changements de Claudio Ranieri. Mais je voudrais qu'on écoute tout de suite la réaction. C'est de Rémi Vercoute, le gardien de but de Caen, qui a encaissé ce but de Girotto. Je trouve qu'il résume parfaitement ce qui s'est passé dans ce match. On l'écoute. On a eu la maîtrise du jeu, mais bon, c'est trompeur contre Nantes. Vous savez, c'est ce genre d'équipe, vous savez qu'ils ont une bonne base défensive, ils ne prennent pas beaucoup de risques, ils sont très solides et sur les moindres opportunités, ils sont très efficaces. Voilà, c'est la patte Ranieri. Ce soir, ça s'est senti. Ils ont été beaucoup plus réalistes que nous. Rémi Vercourt, Jean-Marcel, qu'est-ce que tu en penses de son analyse? Il a bien résumé d'ailleurs, en plus, son entraîneur l'a dit aussi en fin de match. Il y a une phrase que j'ai bien aimée de Patrice Garande qui était prévenu, puisque avant le match, il disait voilà, Nantes est coaché par un entraîneur qui se fout de la possession. Et Patrice Garande avait mis ses joueurs en garde un peu à la mi-temps en disant on a le sentiment qu'en jouant contre eux, au vu de la première période, rien ne pouvait nous arriver. Puisqu'ils avaient la possession, ils avaient le ballon, ça tripotait, seulement ils n'étaient pas non plus très dangereux, puisque Nantes a concédé très très peu d'occasions France, et ils avaient mis en garde ses joueurs contre une sorte de ronronnement dans lequel il ne fallait pas tomber. Et par contre, il y a eu un vrai changement de rythme après l'heure de jeu, où ce qui a changé, moi je trouve, par rapport aux dernières prestations du FC Nantes, c'est qu'on a eu un FC Nantes aux deux visages. Jusqu'ici, on avait quand même une très forte défense qui durait sur l'ensemble du match, avec un ou deux coups à exploiter, alors que là, il y a eu une production de jeu nouvelle, je trouve, après l'heure de jeu. Oui, pendant les 20-25 minutes qui ont précédé le coup de sifflet final. Effectivement, FC Actu Nantes qui nous dit match ennuyant, mais la victoire au bout, avec un joli but et encore un clean sheet. Et puis Seb Lambig qui nous dit dommage, c'est pas Seb Lepé, c'est Seb Lambig sur Twitter. Dommage qu'on ait attendu la 60e minute pour commencer à jouer au foot. Franchement, je n'arrive pas à me réjouir de ce genre de match. Alors on va lui poser la question à Sébastien Lepé. Tu as joué pendant 5 ans du côté du FC Nantes, entre 93 et 98, dans de belles années en plus. Il y avait quand même pas mal de joueurs de ballon à cette époque. 3 matchs avec les pros. Est-ce que toi, tu arrives à te réjouir d'une victoire 1-0 à la façon Claudio Ranieri? Est-ce que ça t'emballe en tant que spectateur?
non, parce que bon, je suis de de la vieille école du foot de Nantes. C'est sûr que je comprends les supporters parce qu'on leur a... Ils ont vécu, ou certains aspirent à ce que le club joue d'une autre manière. Maintenant, l'effet contraire, c'est de bien jouer et de perdre. Je pense que ça grince des dents aussi. Donc peut-être il faut lui laisser un peu de temps. Il y a un nouvel entraîneur, il y a certainement des nouveaux joueurs. Donc une fois que la mayonnaise va prendre, il y aura peut-être moyen de les juger plus sur le jeu. Mais peut-être que ces points-là vont leur donner un petit matelas pour bosser et puis peut-être se lâcher un peu plus dans le jeu et donner un peu plus de spectacle aux supporters. Mais ça veut dire aussi que cette époque dont tout le monde parle, les années 94, 95, 96, cette époque-là, elle est révolue. Il faut arrêter d'y faire référence. Je pense que déjà, cette époque-là, c'était des entraîneurs qui arrivaient à maturité et qui devenaient entraîneurs de l'équipe première. Aujourd'hui, on va chercher des entraîneurs, donc forcément, la philosophie va être différente. La preuve, c'est que quand Coco a décidé d'arrêter, il a un peu poussé Reynald à prendre la place. Donc voilà, et je pense qu'après l'après Reynald le trou n'a pas été bouché, quoi. Donc forcément que c'est un nouveau FC Nantes. Ouais. Et il faut vivre avec ce nouveau FC Nantes. Alors, Canary Play FCN, c'est notre compte évidemment. Préférez-vous un FC Nantes hyper réaliste, jouant le top 10, ou un FC Nantes pratiquant un beau jeu, mais dans la deuxième partie du classement? Mais vous êtes quasiment 3 sur 4 à répondre plutôt un FCN hyper réaliste avec des points et pas forcément un beau jeu. Donc, comme quoi, voilà, c'est certainement la nouvelle stratégie. Je suis pas sûr qu'on n'aura pas de beau jeu à terme. Enfin, il faut se souvenir que Ranieri il a intégré 9 nouveaux joueurs. Il est arrivé tardivement. Il a toujours dit qu'il fallait lui donner 2 mois pour qu'il puisse, que les joueurs puissent assimiler son schéma tactique. Et quand Sergio Conceição est arrivé, les 2 premiers matchs n'ont pas non plus été de... Il y a une grande qualité. Moi, je me rappelle du FC Nantes Montpellier juste avant Noël, où il gagne 1-0. Ils sont arc-boutés et complètement cuits les 40 dernières minutes devant leur défense. Et on souffre pour eux, quoi. C'était très, très défensif. Mais il a construit ensuite son équipe sur une base de points qui lui aura permis de prendre confiance et de développer autre chose par la suite. Et ce que moi, je pense que c'est en train de faire Claudio Ranieri. En prenant des points, il a du temps pour travailler. Et ce que je trouvais essentiel aujourd'hui, et on le voit dans la dernière demi-heure, il a aussi proposé autre chose en faisant rentrer des joueurs qu'il n'avait pas aussi non plus sous la main depuis le début de l'été. Et c'est vrai qu'il a donné rendez-vous la deuxième quinzaine d'octobre en disant vous verrez peut-être certainement plus de jeux, plus de phases offensives, et on espère évidemment l'avoir parce que pour l'instant, regardez le classement, c'est assez incroyable. Lorsqu'on a marqué uniquement 3 buts en 6 matchs, le FC Nantes est 7e avec 10 points, 3 fois 1-0. 4 clean sheets de suite, hein, ça ne s'était pas vu en fait depuis, on avait l'impression que c'était très rare finalement depuis Sergio Conceição, puisque quand il est arrivé, victoire à Angers 2-0, victoire contre Montpellier 1-0, victoire contre Toulouse 1-0, victoire contre Caen 1-0. Il avait le même rendu en termes de clean sheet. Peut-être le record va-t-il être battu, ce sera dimanche prochain face à Strasbourg. Justement, regardez, c'est la palette, le chiffre du jour dans Canary Play, 363. Eh bien, ça correspond tout simplement à 363 minutes où Tatarusanu n'est pas allé chercher le ballon au fond des filets. D'ailleurs, il n'en a pris qu'un depuis qu'il est arrivé. Contre Marseille, ouais. Oui, alors ça, c'était pas obligé de le spécifier, mais la dernière minute, surtout que c'était certainement pas mérité, évidemment, du côté de la Beaujoire. Mais bon, c'est au moins l'une des seules victoires marseillaises de ce début de saison. Et elle était du côté du FC Nantes. Alors, on est parti évidemment sur ce match entre Nantes et Caen. On va écouter le capitaine Léo Dubois qui va nous parler de ce résultat 1-0. Il en rigolerait peut-être un petit peu justement du fait que le FC Nantes ne marque pas beaucoup de buts. Écoutez sa réponse, c'était juste dans les couloirs, dans la zone mixte, après le match. On travaille beaucoup là-dessus, nous défenseurs, avec les milieux de terrain pour pouvoir avoir un bloc compact. Mais c'est quelque chose qui marche aujourd'hui, donc pourquoi le changer? Si on me dit de gagner 1-0 tous les matchs, je signe tout de suite. Même si forcément on ne produit pas du très très beau jeu, mais au moins on ramène la victoire, on a les 3 points et on avance dans le classement, donc c'est bien. Effectivement, les Nantais qui avancent dans le classement. Ronan Noël qui est sur Canary Play en direct. L'équipe n'est pas prête, mais les points rentrent, pas comme l'an dernier. On fera le bilan du jeu dans 2 mois. Il a bien écouté ce qu'avait dit Jean-Marcel Boudard juste avant. Et puis on a posé la question, ou plutôt c'est un de nos confrères, Grégory Julien de France Bleu Loire-Océan, qui a posé la question à un autre entraîneur italien qui entraîne à Nantes, c'est Thierry Anti, l'entraîneur, le coach du HBC Nantes, qui adore le football. Et qui, justement, Grégory Julien lui posait la question de savoir s'il y avait au moins un entraîneur italien à Nantes qui savait jouer de façon offensive.
Alors, écoutez la réponse du coach du H, c'est rigolote. Thierry Entier, on peut avoir des origines italiennes et proposer du beau jeu et du spectacle à Nantes, c'est possible? Alors, ça c'est pour mon ami Claudio. Enfin, mon ami, je ne le connais pas, mais quand on recrute un entraîneur italien, c'est normal. C'est normal. Et je veux dire, en attendant, ils ont combien? Ils ont 10 points, non? 10 points. Mais enfin, bon, ça c'est autre chose. Ça c'est le championnat de France. Tout c'est la Ligue des Champions. Allez, un petit taquet au passage. En parlant du handball, évidemment, eux jouent la Ligue des Champions, pas le FC Nantes. On espère qu'avec les nouveaux joueurs et Claudio Ranieri, le FC Nantes, comme tu disais Sébastien, pourra à nouveau jouer la Coupe d'Europe. Dans ce match, je ne sais pas si au niveau des supporters, on l'a senti, il y a un joueur qui est en défense, pallie en ce moment un problème, c'est du côté gauche. Qu'est-ce que ça te fait de voir Kofi Djidji passer de défenseur central à latéral gauche? Il faut combler les trous. Hein. Tous les joueurs, c'est le football total du FC Nantes. Il faut utiliser les joueurs quand il y en a un qui manque, t'en mets un à gauche parce que pour un match, il va bien servir de bouche-trou. Il faut bien. Je ne l'ai pas trouvé mauvais du tout à gauche. Après, Awaziem et Palois étaient au milieu. Ils sont calmes, ça s'est bien passé, voilà. Et en fait, je voulais surtout insister sur le fait que Tata Roussanou, j'ai l'impression qu'il met aussi en valeur la défense, parce qu'il est tellement calme. Il est serein. En situation de panique, moi je le veux avec moi. Hein. C'est certain. Enfin, c'est la distribution de balles dans la surface à ses défenseurs. Il repart balle au pied de façon en jeu court et tout. C'est vrai que tu n'as pas eu l'occasion de le voir. Je te conseille quelques matchs de ce gardien roumain. Il est assez impressionnant. Il joue à la Fiorentina. C'est le meilleur gardien aux notes depuis le début de ce championnat. Mais on va revenir justement sur ce Kofi Djidji. Toi, tu as joué parfois à des postes qui n'étaient pas le tien. On sait que tu es un milieu de terrain. Mais tu as joué parfois arrière droit. Ouais. Partout. J'ai joué à Nantes, j'ai joué partout. Ouais. Ah ouais. À part gardien. Non, mais c'est vrai. C'était aussi dans la formation. C'était d'enlever le joueur de sa zone de confort pour que justement, un jour, il sera peut-être amené à changer de poste et j'ai même fait en plein match. C'est-à-dire, le premier match que j'ai joué, c'était à Montpellier. Et on devait jouer en 4-4-2 et on est passé en 3-5-2. Je me suis retrouvé dans le couloir au lieu d'être en milieu défensif. Et j'avais couloir droit quand même. Couloir gauche. Couloir gauche. Ouais. D'accord. Mais j'avais joué excentré gauche, voire à latéral gauche en 17 ou en 15, je sais plus. Donc, Et à l'époque, tu étais très rapide? Non, j'ai jamais été rapide. Non, parce que maintenant, quand on demande sur les couloirs dans ce système-là, il faut quand même des garçons qui prennent quand même bien les couloirs. Oui. Vite. Mais comme quoi, il faut avoir justement cette capacité à pouvoir jouer un petit peu partout pour dépanner. Kofi Djidji, c'est pas le premier match qu'il joue en latéral gauche. Il veut l'installer. Non, je crois qu'il a quasiment. Alors, il veut pas l'installer. Il l'a expliqué au départ, parce qu'il est quasiment arrière gauche depuis le début, je crois. Enfin, il y a qu'un match il est revenu dans l'axe seulement, je crois, contre 3, parce qu'il y avait vraiment une pénurie de joueurs à ce poste-là. Il a expliqué son choix. Il a d'ailleurs une autre lecture de Sergio de l'effectif, puisqu'il préfère avoir un vrai défenseur. Sous-entendu, Lucas Lima n'en est pas ou n'apporte pas toutes les garanties que voudrait avoir Claudio Ranieri. Et donc c'est aussi pour ça qu'il le met à gauche, en laissant entendre que la porte était ouverte en fonction de l'évolution du jeu pour le futur. Et c'est vrai que Kofi a fait d'énormes progrès, je trouve, depuis... Moi, j'étais au match à Lille, notamment. Il a fait d'énormes progrès à gauche, notamment sur le plan défensif. Par contre, ça pose une question de l'apport offensif qui est très, très réduit, notamment en contre-attaque ou autre, quoi. Eh bien, écoutez, Kofi Djidji, on lui a posé carrément la question à la sortie de ce match. Il en rigolait un petit peu lui aussi parce qu'on sent très bien qu'il a tellement envie de rester là. Pour l'instant, Claudio Ranieri, il lui demande de dépanner, il dépanne, on l'écoute. Ça veut dire qu'il veut t'installer à ce poste-là? Non, je pense pas. Enfin, moi, de toute façon, je pense pas, je voudrais pas. Donc après voilà, mais je pense qu'après Lima aussi va retrouver son poste aussi par la suite et on verra bien. Tu dépannes. Voilà. C'est bien, c'est bon pour le collectif, ça. Ouais, c'est bon pour le collectif, c'est bien aussi pour moi parce que ça me permet de jouer un autre poste. C'est bien d'être polyvalent. Après, faut pas trop rester sur un poste qu'on ne joue pas, mais ça va, je prends du plaisir parce que ça se passe plutôt bien, donc c'est le principal. Et c'est là qu'on vient d'apprendre que le coach de mental de Kofi Djidji n'est autre que Sébastien Lepay, qui lui a glissé dans l'oreille qu'il fallait être polyvalent. Il a bien répondu, et c'est vrai que Kofi Djidji, il aspire à retrouver une place en défense centrale, mais il y a de la concurrence, parce qu'on a vu que le petit Awaziem a fait vraiment un bon match, le jeune Nigérian. Palois est très solide défensivement depuis le début du championnat. Diego Carlos, quasiment inamovible. Il va y avoir des choix à faire pour la défense. On pourrait passer à une défense à 3
une défense à 3 et puis les ailiers sur les côtés, enfin les latéraux qui montent. Moi, j'étais persuadé de cette tactique-là, étant donné qu'il ne veut pas trop d'un Lucas Lima dans un système à 4 défenseurs. Je pensais que justement il allait installer un système à 3, mais finalement ça n'a pas l'air d'être le cas, Jean-Marcel. Non, il a testé beaucoup. À chaque fois, il le teste en match amical. Il a testé en préparation contre la Genoa. Il a retesté l'autre jour contre les Herbiers, mais il n'est pas encore satisfait, en tous les cas, du 3-5-2 tel qu'il est assimilé par Nantes. Il n'y a pas assez de garantie pour lui. Bon, en tout cas, il y a eu une autre nouvelle, et ça continue d'être bon pour le FC Nantes cette semaine. C'était hier, hein, il y avait la photo officielle du club, et on a su qu'un garçon, Valentin Rongier, prolongeait jusqu'en 2022. Bonne nouvelle pour toi. Oui, forcément. Il verra, s'il prolonge une nouvelle fois, il verra le nouveau stade. Voilà, donc c'est peut-être aussi pour ça, parce que là, jusqu'en 2022, déjà, il va voir la construction au moins, et puis on espère qu'il sera. C'est une très bonne nouvelle, Jean-Marcel. Bah, oui, c'est une très bonne nouvelle pour Nantes. Bon, c'était quand même acté, hein, on s'en doutait, mais oui, parce que c'est un joueur qui, en termes d'identité, colle vraiment à Nantes. Voilà, il ressemble beaucoup au FC Nantes. Et puis, c'est surtout un très bon joueur qui manque beaucoup au milieu, d'ailleurs, depuis sa blessure contre l'OM. On le voit où Claudio Ranieri doit bricoler à la récupération. Autant il trouve des récupérateurs, mais pour les premières passes, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Sébastien, Valentin Rongier, c'est vraiment un profil de joueur qui peut faire toute sa carrière à Nantes, alors que à l'heure actuelle, dans le football moderne, c'est plus trop ça. J'espère pour lui en tout cas, parce que moi j'aime le club. Donc des joueurs comme lui, c'est en termes d'identité, comme on disait, c'est important, même pour les jeunes et les futurs jeunes du bassin nantais. Se dire qu'un garçon qui a commencé au club tout jeune et qui arrive au plus haut niveau du club, ça donne de l'espoir à tout le monde. Effectivement, et puis c'est vrai qu'il colle parfaitement à cette identité aussi nantaise. Il est arrivé en 2001 au club, hein, ça fait 16 ans, et j'espère qu'il restera effectivement au-delà de 2022. Un nouveau stade, prolongation de contrat, des victoires en veux-tu en voilà. Pour l'instant, ce mois de septembre est particulièrement optimiste et positif du côté des Canaries. On va voir ce qui va leur être proposé dans les prochaines semaines en termes de calendrier. Avant cela, un dernier tweet. Il est signé Seb Piochol. Des points à prendre sur les 6 prochains matchs. L'avenir de la saison peut se décider sur ces points-ci. On en reparlera avec Emma qui va nous dire un petit mot là-dessus. On regarde ce qui vient de nous passer sous les yeux. C'est le calendrier avec le déplacement à Strasbourg, ce sera dimanche. La réception de Metz, toujours dans ce mois de septembre. Et puis la trêve internationale, hein, le 7 ou 8 octobre, avant le déplacement à Bordeaux. C'est vrai, Emma, qu'on en parlait avant l'émission. Vu la tête du calendrier au mois de novembre, il faut prendre des points encore, là. Oui, c'est impératif. Sur les 2 prochains matchs, j'espère vraiment, vu ce qu'on a vu dans les derniers matchs, prendre 6 points. Bon, voilà. Après, à Bordeaux, ça sera quand l'équipe est prête, quand Ranieri a dit que l'équipe serait prête. Donc 9 points, voilà. Bon. Donc si on écoute Emma, Jean-Marcel, c'est bon, le FC Nantes sur le podium mi-octobre. Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais pas, t'as pas l'air aussi enclin à être optimiste. Non, je me méfie, moi, de ces matchs. On l'a vu l'année dernière, la saison est très longue, c'est des championnats très très serrés sur lesquels il est quand même compliqué d'avoir des certitudes dès le début. Enfin, Metz, on les a enterrés, mais il faut se rappeler de leur calendrier. Ils ont quand même joué Monaco, Bordeaux, Paris, je crois, sur les 4 premiers matchs. Ils ont été gagnés à Angers, qui était invaincu. Ils n'ont pas un effectif ridicule non plus, Metz. Donc voilà, Strasbourg, je n'ai pas vu depuis le début. Donc, mais Strasbourg va être sous pression. C'est des matchs pièges qu'il faudra bien aller négocier. En tous les cas, c'est vrai que c'est 2 matchs cruciaux, je pense, puisque s'il les négocie bien, en tous les cas, il a de l'air pour passer novembre et arriver dans le dernier mois de décembre avec des points déjà d'avance. Avec des points d'avance pour rester dans la première partie de tableau, qui est quand même l'objectif du club. Et bien, on suivra évidemment avec attention les prochains résultats du FC Nantes. Un mot avec Sébastien Lepay. Donc, on le disait, la carrière qui s'est terminée à 43 ans, du côté de Bellevue en DH. T'es sûr, c'est terminé? Tu vas rechausser les crampons quand même juste pour le plaisir ou Je l'ai jamais quitté en fait. Oui, c'est ça. Je joue en loisir avec Fred Darocha, Olive Quin, enfin les anciens, Yves Daroff, Nico Gillet, Nico Savino. Toujours un plaisir. Ouais, j'ai l'impression d'être encore en moins de 15 quoi. En fait, on vieillit pas finalement. J'aime ça, on aime ça parce que je les englobe aussi. Ce qui nous réunit, c'est le foot, et après l'amitié évidemment et la vie qui nous a amené à nous rencontrer souvent, mais on aime ça. On nous a formés, appris le foot et on nous a appris à aimer ça. Donc j'aime encore ça. Qu'est-ce qui va te manquer le plus dans la compétition?
l'avant-match, le match en lui-même, l'après-match? Tout, je crois qu'il n'y a rien à acheter. Moi, j'ai toujours apprécié tout, quoi. L'avant-match, l'arrivée au vestiaire, les causeries, les regards, les petits mots glissés, les encouragements, voilà, les passes, enfin, tout, quoi. C'est le foot, ça englobe tout. Si on retire qu'un moment, c'est plus le foot, quoi. Ça reste. Moi, le foot, ça a toujours été une préparation la veille d'un match, le jour du match. Enfin bon, c'est ça, quoi. On se règle avec ça, justement, avec le foot. Sur le foot, c'est du Ouais, on sent qu'on se transforme, il y a quelque chose qui se passe, quoi. On peut se sentir fatigué en début de semaine et l'adrénaline qui monte à la fin de semaine, ça y est, on oublie plein de choses, quoi. Bon, ça a basculé aussi professionnellement. Tu vas rester dans le foot ou tu es déjà sur un autre aspect professionnel? C'est-à-dire Est-ce que tu peux être entraîneur? Est-ce que tu vas passer des diplômes? Non, mais j'ai été entraîneur l'année dernière, les 2 dernières années. Là, le président de Carquefou m'a proposé d'être coordinateur technique. C'est-à-dire coordinateur sportif. Donc, du club ou de du club de Carquefou. Ouais. Donc, plus d'abord les seniors, mais bon, j'ai un œil sur tout. Et puis, il y a 2 responsables de catégorie avec qui je m'entends bien. Donc, ça permet d'échanger beaucoup et puis d'essayer de bâtir et de construire quelque chose, quoi. Bon, alors prends le temps maintenant d'aller à la Beaujoire, d'aller regarder un match. Et maintenant que tu sais où se trouve Canal Replay et France 3, il n'y a pas de problème, tu peux revenir quand tu veux. La porte c'est gentil. Elle est grande ouverte. Merci à Sébastien Lepay, merci à Emma Engen qui reste encore un petit peu sur Nantes avant de repartir à Namur. Oui, une petite semaine. Une petite semaine de vacances. Bon, c'est très bien, on va pouvoir en profiter. Merci Jean-Marcel Boudard, je crois savoir que tu as un petit peu de boulot. Ouais, je reste aussi sur Nantes. Ouais, c'est pareil. Un petit moment. Tu vas pas sur Marseille? Non. Bon, ça va. Allez. C'est en mars. Ça sera en mars, d'accord. Merci en tout cas à vous trois. Merci à toutes les équipes techniques autour de Fiona Gruot cet après-midi. Et puis on se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro de Canal Replay. Excellente semaine. Strasbourg-Nantes, ce sera dimanche 17h. Et mardi prochain, nouveau numéro de Canal Replay. Bye bye.